Donc voilà Terence, je suis vraiment contente de pouvoir te rencontrer parce que comme beaucoup de personnes, je te connais, je te suis sur les réseaux sociaux et à travers tes vidéos YouTube depuis des années. Mais si je connais un peu ton parcours virtuel, j'aimerais bien que tu me parles un peu de ton parcours dans la vie. Qui es-tu en fait et est-ce que tu peux un peu te présenter? Déjà, Terence Lacroix, c'est un pseudo, donc c'est pas mon prénom et prénom. Mon nom c'est Terenzio et mon prénom c'est Crocifisso. Donc Crocifisso Lacroix et Terence Terenzio. C'est la version française. Alors, j'aime pas dire que je suis psy et que je suis licencié en psycho, même si je viens de le dire, parce que c'est pas ça qui fait que quelqu'un a des valeurs ou pas. Les valeurs, c'est pas un diplôme qu'on peut acquérir à l'université. Et que pour moi c'est ça qui fait que tu peux produire un changement ou pas. Ou sinon ton changement il est juste matériel. Et comme moi ma démarche elle est quand même plus de produire un changement au niveau émotionnel et au niveau spirituel. Me présenter en employant ces trucs-là, mais voilà, mais je le dis, pour que les gens peut-être donnent un peu de valeur, une valeur qui n'est pas celle que je cherche, mais qui pour beaucoup est la valeur essentielle. C'est que voilà, même si d'autres vont dire ouais il est psy, c'est pour ça qu'il est fou. Qu'est-ce que la folie? Ça c'est encore une autre question. Alors mon parcours, c'est voilà, j'ai travaillé beaucoup dans le social, donc j'étais coordinateur psychosocial et pendant que je travaillais, je me suis rendu compte qu'au sein même du travail, il y avait cette indifférence, ces violences que moi j'appelle non verbales, que tout le monde a tendance à diminuer. Et qui d'après moi représente 99% de toutes les violences. C'est-à-dire que quand on voit une violence visible, tout le monde dit waouh, c'est violent, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. C'est comme quand on regarde un iceberg on voit que 1/10 de l'iceberg, le reste est sous l'eau. Et tant qu'on va focaliser ce que font les médias et ce que font les gens dans le social, on prend une partie et on dit voilà, ça c'est la violence, mais c'est pas vrai. Ça c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas le gâteau. Et tu peux enlever la cerise et le gâteau il est toujours là. Donc déjà là à ce niveau-là j'ai eu un procès avec le CPS de Rixensart où j'ai pris la défense d'une assistante sociale qui se faisait harceler moralement. Et donc à un moment, je me suis dit, mais ici je fais quoi là? Et donc qu'est-ce qui se passe souvent dans des situations comme ça, c'est qu'à partir du moment, et c'est pour ça que les gens ont cette peur de prendre parti, c'est qu'à partir du moment où il y a une personne qui simplement prend la défense, toute la violence est dirigée sur elle. Et donc moi j'étais un peu plus, disons, à la fois plus sensible et à la fois plus robuste que cette parce que voilà, moi je suis rentré dans le... Et voilà, les assistantes sociales en question ont commencé à se mettre en maladie, donc c'était le monde à l'envers. C'est elle qui était malade parce qu'elle ne pouvait plus être violente finalement. Et puis finalement on m'a déplacé et on m'a licencié abusivement. Le procès a duré je crois 7 ans, gauche, droite, des trucs qu'on pourrait faire un film. C'est que si on ne le vit pas, on ne se rend pas compte de tous les dysfonctionnements
qu'il y a au niveau des syndicats, au niveau des... Un exemple, pour le syndicat, j'ai dû aller là-bas pendant une réunion avec le président de mon syndicat. J'ai dû rentrer de manière abusive, faire le bordel dans la réunion, menacer d'aller chez les médias pour simplement qu'ils fassent leur travail. Donc c'est finalement, après 6 ans, étant donné que c'était tellement flagrant, ils m'ont pas reconnu. En fait, le paradoxe total, c'est qu'ils m'ont donné mon préavis, ce qu'ils devaient me donner. Donc 7 ans pour avoir simplement ton préavis, mais en me donnant mon préavis, automatiquement ils reconnaissent qu'il y a licenciement abusif. Donc ils reconnaissent qu'il y a harcèlement. Mais ils n'ont pas reconnu l'harcèlement. Donc c'est mais en même temps, je comprends parce que pour moi, ces mécanismes-là sont à la base de tous les pouvoirs, que ce soit législatif, tous les pouvoirs sont basés là-dessus, sur des violences invisibles, des isolements, et c'est pour ça que j'ai aussi fait l'interview de Laurent Louis, avec qui je ne suis pas d'accord sur tout ce qu'il dit. Hein. Je n'étais pas là pour discuter avec lui du fond, de pourquoi il fait ça, et de ce qu'il dit, mais de simplement le fait de ce qu'il dit, ce que ça provoque. Et ça, c'est inadmissible. Alors si je peux me permettre, tu as écrit un article, je crois, là-dessus sur les violences invisibles et sur ton expérience en fait qui s'appelle La bête à 3 têtes. Et j'invite les gens qui nous regardent, qui verront cette vidéo à le lire parce que ça explique bien tout ce que tu viens de dire. Oui, mais on va pas rentrer dans un... où on parle... moi je suis croyant, donc j'ai pas honte de le dire, je crois en Dieu. Et voilà, l'Apocalypse je sais même pas si c'est lui qui l'a écrit, mais je sais même, la question elle n'est pas là, mais à un moment dans ce truc-là, il parle d'une bête à 3 têtes. Mais je crois que c'est ça. Mis à part l'imaginaire et le truc un peu exagéré, oui, je crois que si le mal existe, il existe plus sous cette forme-là. Et puis la forme visible, oui, elle est là, alors tout le monde... mais je crois que si on devrait mettre comme ça sur un tableau et on devrait compter le nombre de morts, enfin, j'ose même pas imaginer. Simplement qui ont été détruits par ce type de violence-là. Que ce soit au sein du couple, au sein de la famille, au sein des entreprises et au sein des gouvernements. Et puis, c'est ce que je disais un peu là tantôt, c'est que la différence entre des moments de guerre et des moments de paix, simplement qu'en moment de paix et au moment de guerre, on voit toutes les violences qui étaient invisibles qui deviennent visibles. Mais il n'y a aucune différence entre les deux. Parce que tant qu'on ne s'attaquera pas à ça, ben on va continuer à vivre comme ça dans des violences invisibles qui finalement tuent tout le monde d'une certaine manière et les rend invisibles, inodores, et tout le monde sait, même intuitivement, qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire pour ne pas exister. Et là où il peut et là où il ne peut pas exister. Parce qu'il sait que cette bête, entre guillemets, à 3 têtes, je dis 3 têtes, elle n'a pas de visage. Ça peut être moi demain. Parce que là, maintenant, je fais le malin devant la caméra. Mais demain, si je me retrouve dans une position où il y a ma tête, ou mon boulot, ou ma baraque, où je suis marié et je sais que ma femme va me lâcher si jamais je bouge comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais me transformer en une de ces 3 têtes. Donc, en fait, quelque part, tu comprends que les gens ont peur. Tout à fait. Je comprends tout à fait. C'est plus que de la peur, c'est de la torpeur. C'est un peu, je prends l'image de la gorgone. La gorgone qui paralyse. Il y a 2 manières de paralyser les gens. C'est comme la pornographie, c'est une violence extrême. Il y a aussi cet état de torpeur quand on est face à des... Même si on ne s'en rend pas compte, face à cette violence-là qui est invisible finalement. Tu peux, dans une de tes questions même maintenant, même dans la manière dont cette interview est filmée, il y a une violence et personne ne la voit.
Et pourtant, tout le monde est conscient que, et je reviens un peu sur des principes un peu bibliques qui prennent tout leur sens quand on dit Dieu est la parole. Des fois, il suffit simplement de nommer les choses pour les faire disparaître, parce qu'ils n'existent pas. C'est ça le pire. C'est cette célèbre phrase de, je ne sais pas c'est qui disait, c'est Einstein qui disait le bien, le mal, et il disait mais le mal n'existe pas. Le mal, c'est l'absence de, moi je rajoute quelque chose à ce qu'il dit, c'est l'absence de parole quand le mal est présent. C'est ça qui le fait exister. Mais sinon, il n'existe pas. Le mal n'existe pas. C'est difficile mais c'est parce qu'on ne parle pas qu'on fait exister quelque chose qui n'existe pas. Et que tout le monde sait. Et que tout le monde sait que ce fait de laisser cet espace où personne ne dit rien provoque chez la personne clairement des violences. Et en fait, est-ce que c'est par rapport à ton expérience que tu as commencé à faire tes premières vidéos sur YouTube? Parce que dans tes premières vidéos, en fait, tu parlais, on retrouvait un peu le thème de l'indifférence. Est-ce que c'est par rapport à ça que tu as commencé à faire tes premières vidéos? En fait, comment tu as commencé tu as eu l'idée de faire ces vidéos? Je pense que depuis toujours, et je pense que ça c'est à la base c'est un peu narcissique et ça je pense que c'est le miroir et l'image est quelque chose qui m'a pas le miroir mais plus l'image. Dans tes vidéos, tu ne te mettais pas vraiment en valeur, tu montrais des choses aussi. Oui, mais c'est pas vraiment narcissique en ce sens. Quand tu mendis dans le métro, quand tu t'allonges par terre pour montrer que les gens ne te voient pas. Il y a les deux. Celui qui se filme et ose prétendre qu'il n'y a pas de narcissisme là-dedans, c'est le plus grand des menteurs. Il y a de ça. Au début, je pense que je pense que actuellement, ce qui est à la mode, et ce qui se vend bien, paradoxalement, c'est la vérité. Parler de la souffrance du monde. À la limite, c'est beaucoup plus répugnant que quelqu'un qui va dans l'autre sens finalement, qui dit voilà le monde il est comme il est, et moi je rentre là-dedans, je suis en plein dedans et je gagne. Il est plus honnête que et moi j'étais clairement là-dedans. Le problème avec la vérité, c'est que si tu joues avec elle, elle te transforme. Si t'as pas de pouvoir. Si j'avais du pouvoir derrière moi, oui, je pourrais utiliser ça pour avoir encore plus de pouvoir. Et là, ça devient malsain. Mais quand tu n'as pas de pouvoir, qu'est-ce qui se passe? C'est l'effet contraire. C'est que tu vas perdre de plus en plus de pouvoir. Parce que la vérité te donne un autre pouvoir. Ce qui est paradoxal, c'est que toi, tu disais, la valeur se paye par le manque de pouvoir. Donc finalement, le fait d'avoir des valeurs... Je suis victime de ce que j'ai... Victime, mais je remercie une partie de moi, même si elle est petite, qui commence à comprendre comment ça fonctionne. Et que finalement, ce qui me fait pleurer aujourd'hui est en train de me construire à un autre niveau. Et là où ça me construit, c'est indestructible. Pas dans le sens où c'est la vérité et que je sais que même si je disparais, ça peut pas bouger, quoi. Parce que c'est au-delà de moi. C'est comme si je deviens un canal, quoi. Je deviens un instrument. Et c'est tout le temps là. Mon plus grand ennemi, c'est moi. Si les gens arrivent à me faire ce qu'ils me font, c'est parce que il y a encore cette partie narcissique en moi qui veut réussir, qui veut accéder au pouvoir avec
en croyant que je pourrais puiser dans ce truc de vérité pour modifier quelque chose qui est une illusion complète. La réalité, c'est que le seul moyen de pouvoir changer quelque chose, c'est que je perds de tout. Et que si même pas moi et ni les gens le décident, mais quelque chose de supérieur à nous, c'est-à-dire une vérité, des valeurs, le décide, eh ben, il naîtra quelque chose qui va modifier le monde entier. Mais ce ne sera pas moi, ce sera, oui, j'aurais eu le mérite à un moment où avoir fait l'erreur, comme on disait là tantôt, d'avoir fait quelque chose sans penser. Voilà, j'ai fait. Je pensais que c'était pour la gloire, et la réalité me montre que j'étais moins mauvais que ce que je le pensais. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas en moi du mauvais. D'accord. Donc, maintenant, depuis quelques mois ou années, je ne sais pas, tu as créé une page sur Facebook, Je dois changer le monde, clique et partager, et tu invites les gens à partager la vérité, et tu écris volontairement doigt, D-O-I-G-T. Et non D-O-I-S. Pourquoi? Et est-ce que tu peux un peu me parler de ce projet et de ta page? Oui. Ça c'est extraordinaire parce que comment dire, le nombre de personnes qui m'ont dit que j'avais fait une faute, c'est hallucinant. En fait, le doigt, c'est son projet quelque part. Oui, le doigt. Le doigt, on peut partager. Oui, ce que je veux dire, c'est que les gens, ils veulent... je suis un peu méchant, mais même pas. C'est même pas de la méchanceté, c'est de la sagesse. Ça sert à rien d'aller dans la rue, aller manifester. C'est ce qu'ils veulent. Il faut poser des actes. J'ai jamais été manifesté, mais si je crois que si un jour je manifeste, je sais pas si j'aurai le courage aussi, voilà, mais restons dans l'utopie, parce que voilà, je vais là et je bouge pas. Tant que j'ai pas eu ce que, ou sinon je bouge pas. Je vais pas là-bas faire ouais, et puis je vais. Et je dis que quand on bouge son doigt dans la bonne direction, c'est bon. Il ne faut pas plus. Je le sais parce que je l'ai vécu. Je suis sorti avec plusieurs filles entre temps. Il n'y avait pas une seule fille qui partageait mes publications sur leur mur. Et je leur demandais, mais... Donc tu dis que tu m'aimes. J'ai dit, je peux comprendre qu'il y a certaines publications qui peuvent qui peuvent être sujet de polémique avec elle. Mais de là à jamais, toi qui couches avec moi, donc c'est affolant. De même une phrase, des fois j'écris des phrases sur des trucs poétiques sur l'amour, et j'ai même pas une phrase. Je me dis, et à ce moment-là je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, qu'est-ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à... Et pourtant je ne mets pas en doute leurs sentiments, mais de quoi elles ont. Et en même temps je me dis, mais si elles ont peur, c'est qu'elles voient quelque chose que je ne vois pas. Parce que moi aussi je vois pas quelque chose. Mais elles n'ont pas bougé ce doigt-là. Doigt dans ce sens-là, mais doigt aussi dans le sens, si vous dites à quelqu'un, tu dois, les gens directement dans un monde où la phrase par excellence c'est chacun fait ce qui lui plaît, ou fais ce que tu veux. Premier commandement de la Bible satanique, fais ce que tu veux. Dire à quelqu'un que s'il y a quelqu'un qui se fait agresser, c'est un devoir
même s'il a peur de prendre son téléphone, de courir là-bas au coin et de moins téléphoner, c'est un devoir. C'est condamné pénalement, c'est un délit que tu fais. Les gens ne se rendent... Et quand je dis que quand les gens voient une vérité ou quelque chose et ils ne bougent pas leurs doigts, mais ils sont en train de commettre un délit pur et simple. On prend des exemples où moi ça me tue quand par exemple, on voit un film sur les holocaustes et on se dit oui, mais aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Ça me fait rigoler. Je n'ai même pas bougé un doigt pour partager une publication où c'est même pas moi qui écris, c'est Einstein, mais juste parce qu'il y a marqué en dessous je dois changer le monde, vous n'osez pas cliquer. Ça veut dire que si demain on me prend et on me donne vivant, mais il n'y en a pas un de vous qui va aussi bouger son doigt. Oui, là ils vont le bouger peut-être, pour dire regardez pourquoi on n'a pas bougé nos doigts, parce qu'on ne veut pas finir comme lui. Et peut-être que en fait peut-être qu'il me protège, je ne le sais pas. Voilà, en termes de... Je crois qu'ils me disent t'es encore trop petit. Déjà c'est lui qui est trop, ferme ta gueule. Je ne le comprends pas. Mais je pense pas, par exemple, je reprends cet exemple de ces filles qui j'étais, je pense pas qu'elles ont fait ça pour mon mal. Je pense qu'elles, d'une certaine manière, en se protégeant, vu qu'elles m'aimaient, elles me protégeaient. C'est comme un peu si j'étais dans une phase... Donc tout le monde te protège puisque personne ne partage. Oui, d'une certaine manière, oui. Oui, mais elles ne se rendent pas compte que, en même temps, c'est m'enfermer dans un frigo. Mais tu comprends quand même que les gens peuvent avoir peur parce que tu invites les gens tout le temps à partager et en même temps tu dis des trucs du genre la seule place pour l'homme libre dans cette société est l'asile, la prison, le cercueil. Donc tu invites les gens à partager alors que vous devez partager la vérité. Vous pouvez essayer d'avoir la liberté de le faire, mais en même temps tu dis toi-même ce que ça coûte de partager la liberté. Et c'est le premier à rappeler qu'on vient dire la vérité isole. Donc finalement, ça fait peur. Tu invites les gens, mais tu leur dis en fait... Ça... Oui, parce qu'en même temps... Comment dire en même temps je leur dis ce que ça coûte finalement de le faire seul. Peut-être qu'effectivement c'est peut-être un peu trop dans la provocation. C'est pour ça que je parle je ne suis pas encore assez sage. Peut-être que demain je trouverai les mots. Mais aujourd'hui, j'ai trop je suis encore trop dans quelque chose où comme si j'aurais un ego que moi je pourrais provoquer quelque chose. Et c'est là où je me trompe. Et peut-être que c'est pour ça qu'en même temps je leur dis, et en même temps je leur dis, mais si vous le faites, ça me représente plus que ce que je suis encore trop en moi. Même si ce que je dis est vrai. Je dis des vérités qu'ils ont toutes. Je ne suis pas encore dans des vérités externes. Je dis des vérités internes que chacun peut reconnaître en soi, mais je les bloque en même temps. Mais en même temps, oui, peut-être que je devrais passer par une phase de silence, apprendre le silence, et ça m'évitera finalement de leur dire ma difficulté à moi à partager. Parce que s'ils ne partagent pas, c'est parce que moi j'ai difficile à partager. C'est ça la vérité. Même s'ils sont de mauvaise foi. Malgré que tu partages tellement, c'est encore difficile à partager. Si je partage autant, c'est parce que j'ai difficile à partager. Le trop et le rien, c'est lié. Mais ça me construit. Et je pense qu'au fur et à mesure que je vais avancer,
je parlais de parole, ma parole va peut-être se modifier. Peut-être le média que j'utiliserai va changer. Mais j'ai besoin d'aller jusqu'au bout de mon propre mépris, ma propre indifférence, que je renvoie en miroir aux autres actuellement. Et peut-être que ça les fait réfléchir. Mais une réflexion ne va jamais produire un mouvement comme moi je prétends le demander. Même si j'en ai conscience, c'est difficile de... Mais à côté de ça, il y en a quelques-uns qui bougent. Peut-être pour les mêmes raisons que moi, mais... Donc tu vois des gens qui commencent à bouger, même sur ta part. Oui, je prendrai la phrase de l'abbé Pierre qui dit « Si on attend d'être parfait pour bouger, voilà. » Donc oui, c'est clairement c'est ma responsabilité si ça ne... J'ai pas trouvé le... Voilà, j'ai aussi une autre croyance, c'est qu'il n'y a personne qui peut rien faire contre la vérité. Et une fois qu'elle est rentrée, c'est fini. Qu'on soit bon, mauvais ou pas mauvais, elle va faire son travail à faire. Et je pense que si j'arrive à faire passer ça dans mon doigt, les gens, même s'ils ne partagent pas, il va se passer quelque chose en eux. Et s'ils partagent, il va aussi se passer quelque chose en eux. Et qui va leur permettre de passer au travers de cette prison, de cet asile. Parce que même s'ils seront dedans, ça n'aura plus aucun impact sur eux. Je reprends Gandhi ou des gens comme ça qui sont déjà peut-être à un autre niveau où je ne suis pas encore, qui sont dans le réel. Moi je suis encore dans la matrice. C'est comme si je suis un bébé qui n'est pas encore né. Et dans cette matrice, je veux changer le monde. Eux ils sont sortis, ils l'ont fait dehors. Mais Gandhi a passé la moitié de sa vie en prison. Martin Luther King, la moitié de sa vie, s'il n'était pas à l'église, il devait être chez lui parce que s'il était dehors, et même chez lui, on a massacré tout le monde autour de lui. Et clairement aujourd'hui, ça fait 3 ans que, j'exagère, mais virtuellement je suis en prison. En fait, c'est une critique qui est assez récurrente et à laquelle j'aurais aimé que tu répondes. En fait, il y a 2 critiques. C'est pourquoi tu ne bouges pas dehors. Et l'autre critique que je lis très souvent sur ton mur, c'est ça sert à rien ce que tu fais. Qu'est-ce que tu réponds à ces 2 critiques? Alors, ça sert à rien, je le revendique. Et je rajoute et que ça continue à rien me rapporter. Parce que entre ces 2 choses, il y a une vérité qui me dépasse, qui passe à travers mon cœur. Je le dis, tout ce que j'écris est le fruit du mépris et de l'indifférence. C'est pour ça que je dis, ces gens-là sont plus vrais que pas mal de gens qui partagent. Il faut faire une différence entre vérité et bien et mauvais. Être mauvais et être vrai jusqu'au bout te permet comme on dit, je prends toujours cette image du vampire. Un vampire, tu le mets à la lumière, qu'est-ce qu'il fait? On a tous en nous des chimères. Voilà, moi j'ai les belles. Je dois
à un moment admettre que moi aussi, ça peut permettre de faire disparaître quoi. Parce que je me montre tel que je suis et j'affronte le réel et comme j'ai pas de pouvoir, les gens vont me dire en pleine gueule si j'avais du pouvoir, tout le monde fermerait sa gueule. On oserait me dire c'est la première question. La deuxième, donc oui, le ça sert à rien, c'est la marque du changement. Quelqu'un qui fait quelque chose, qui sert à quelque chose, il est dans le système. Et c'est d'autant plus vrai que les gens appellent les vacances des moments où ils croient qu'ils font des choses qui ne servent à rien. Moi je leur dis juste une seule chose, la chose la plus difficile à faire dans votre vie, c'est de ne rien faire. Et celui qui arrive à faire ça et à être rien, celui-là, moi je suis pas là-dedans, sinon je ne cliquerai pas comme un malade. Celui-là, je crois qu'il le simple fait de bouger, soit tu l'élimines, soit il produit le changement. Mais il est vraiment dans du sert à rien. Tu dis souvent qu'il ne faut pas confondre ça sert à rien et ça rapporte rien. C'est comme quand on me dit oui, va travailler. J'ai travaillé 15 ans de ma vie pour 2000 € par mois. Je ne travaillais pas. Que j'étais là, que j'étais pas là. C'est un peu méchant, mais dans le sens du changement, il faut toujours voir dans cette optique-là. Oui, j'ai vu des gens, j'ai sans doute mis des pansements à leurs blessures, mais ça, voilà. Ça n'empêchera pas qu'ils vont se refaire blesser, qu'ils vont revenir et qu'on va de nouveau repenser, ou on va pas se dire à un moment, écoute, mais peut-être arrêter que les gens tapent d'autres gens pour rien, quoi. Pour rien. Parce que ce qui est dingue, c'est que les gens, ils ont une drôle de définition du travail. Travail, pour eux, ça me rapporte de l'argent. Ou un intérêt. En fait, ce qui est dingue, c'est que tout le monde l'a vécu à un moment dans sa vie. Tout le monde a au moins une fois dans sa vie donné quelque chose. Quel bonheur à ce moment-là. Le bonheur, il est équivalent. Ce petit truc de tout le monde a eu ça au moins une fois dans sa vie, un geste, après on sentait, mais on ne prend pas le temps de ressentir vraiment. On se sent bien vivant, ça on est. Mais pour avoir ça, dans l'autre sens, c'est-à-dire en gagnant, en croyant qu'on a un intérêt sur l'autre, je profite, je couche avec, je gagne de l'argent, tac. Et ben, tout ça, c'est rien par rapport à... Et pourtant, tout ça, c'est des choses qu'on fait, qui ont un impact visible, qui me rapportent des satisfactions. Et pourtant, si j'essaie de me rappeler dans ma tête et d'essayer de ressentir quelque chose, je ressens rien. Comme si j'étais pas vivant. Pourtant, je les ai vécus tous ces moments. Pourtant, quand je me rappelle dans ma tête des moments tout simples où je donnais la main à quelqu'un, ou un truc qui sert à rien, ou des trucs cons, tu vois, quand les gens me mettaient con et tout le monde rigole. Ouais, tout le monde fait ça, hein, t'es con. Et en même temps, on se rend pas compte que à ce moment-là, cette connerie qui sert à rien, qui semble servir à rien, fait respirer tout le monde. Et finalement, si tu enlèves tous ces gens qui servent à rien, moi je crois que tout le monde a arrêté de respirer, parce que c'est eux, c'est les arbres, les poumons du monde. Il y a un monde matériel, mais il y a un monde spirituel, et les gens, je pense qu'ils ne se rendent pas compte que s'il n'y a plus de monde spirituel, eux ils sont convaincus que rien que matériellement ils peuvent rester vivants. C'est pas vrai. Tu dis que
souvent que tu veux pas, que tu n'as pas besoin d'argent mais de temps en fait. Par exemple, tu disais donnez-moi votre temps et gagnez votre argent car ce dont j'ai le plus besoin pour vivre, c'est le temps à partager. Oui. Donc en fait, et tu parlais aussi du fait que tu ne veux pas devenir riche et que tu as du temps et que tu es donc riche. Oui. Mais c'est d'autant plus vrai que, par exemple, quelqu'un comme moi, en fait, je l'ai vraiment inquiété. À moi, on ne va pas me laisser au chômage. On va peut-être laisser plein de gens, ils sont au chômage depuis 10 ans. Moi, j'ai toujours travaillé. C'est pas que je dis ouais le mec, j'ai toujours travaillé, j'ai 42 ans, j'ai toujours travaillé. Là ça fait 3 ans que j'ai arrêté parce que dans mon deuxième travail aussi, je suis parti parce que je travaillais dans une commune et tout le monde sait comment ça. C'est le politique, voilà, et là aussi je suis parti, je me suis dit bon je vais arrêter, parce que mais paradoxalement, ils disent que je fais rien, donc ils devraient. Mais je crois qu'à moi, ils vont me faire chier. Ils vont, à la limite, toi tu vas aller travailler parce que toi, tu travailles pas assez ou tu travailles trop. Parce que la vérité, c'est que dans un monde où personne ne travaille vraiment, il suffit de 10 personnes qui travaillent, 10, hein, je ne dis pas plus, enfin, c'est clair que c'est un rapport biblique aussi, mais 10 personnes qui travaillent dans un monde où personne ne travaille vraiment, les gens ne se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont. Et peut-être que mon frère aussi, Terenzo Giuseppe, parce que lui aussi il a fait des vidéos avec moi où il bougeait. Même si c'était un peu dans des bouffonnades, mais quand on était dans le métro, on a fait des vidéos, et à ce moment-là, quand vous êtes dans cet espace-là, vous vous rendez compte que tous les gens sont paralysés. C'est comme si vous commencez à bouger dans un espace où c'est comme s'ils étaient morts. Ils peuvent bouger jusqu'à un moment, mais il y a une ligne qu'ils ne peuvent pas franchir. Mais en même temps, quand tu la franchis, tu te rends compte de la liberté. Pas dans le sens liberté comme eux le disent, hein, la liberté. Pour eux, liberté, ça veut dire faire tout ce qu'on veut. C'est pas vrai, la liberté, c'est la responsabilité. C'est ça la liberté. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que tout est là. Et qu'il ne faut pas beaucoup pour produire un changement. 2 personnes simplement qui s'aiment, un couple, c'est déjà un danger pour le système. C'est pas pour rien qu'on dit pour vivre heureux, vivre caché. Pourquoi on dit ça? Les gens ont même peur d'être trop bien avec quelqu'un. Parce que qu'est-ce qui se passe? On se retrouve de nouveau confronté à pour qui il se prend celui-là. Il se permet d'aimer, mais il est fou quoi. Aimer, mais t'es fou. Tu veux allez, mais fais ça en cachette. Par contre, tu as des femmes qui montrent leur sein devant la. Là, il y a mais quelqu'un qui aime vraiment et qui va jusqu'au bout et qui montre ça. C'est un monstre. Un couple comme ça, c'est un monstre. Pour les gens, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais pour le voir, on revient toujours à ce mouvement, il suffit simplement de bouger un doigt. C'est-à-dire que tout ce que je dis est invisible. Tout le monde, dans son fort intérieur, et quand il est seul, se le dit, mais il est ravalé par le système, parce qu'à un moment, le système te dit, tu fais quoi? Tu veux aimer? En d'autres mots, tu dis, en plus cette nuit, j'ai rêvé la bourse ou la vie. Maintenant, c'est plus la bourse ou la vie, c'est l'amour ou la vie. C'est ça. Ça paraît fou ce que je dis, mais cliquez pour le voir. Et en même temps, peut-être que je vais aller plus loin et pas faire les erreurs que je fais. Vous allez ni aller en asile, mais vous allez simplement voir
une autre réalité qui n'est pas que la réalité, parce qu'il ne faut pas non plus tomber. Les gens ils pensent que je suis un idéaliste, il n'y a pas plus matériel que moi. C'est pas vrai. Je suis très. Je sais qu'il faut de l'argent, et tac. Mais il faut les deux. Il faut les deux. Les deux. On peut pas. C'est un peu. On prend le christianisme et le judaïsme. Pour moi, le christianisme, comme il est maintenant, c'est une abomination. Ce côté. Attends, tu vis où là? Tu es là et tu pries dans ta cave et tu crois que Dieu va descendre sur terre, il va régler. Attends, mais ça n'a pas de sens. Le libre arbitre, c'est qu'il te dit, si toi tu décides, si toi tu veux crever, je te laisse crever. Mais si toi à un moment tu sors de ta cave et tu dis la vérité, je veux bien t'aider. C'est ça qui dit c'est le côté que le judaïsme dit tu bouges pas. Ouais. Tu vois, et il y a toujours il y a une vérité qui est dans... mon frère, il parle de 360 degrés. Ben oui, c'est 360 degrés. Et des fois, je vais même plus loin, des actes qui peuvent sembler... et là aussi, je ne comprends pas toujours, mais des fois, des actes qui peuvent penser, a priori, quand on les regarde, qui peuvent sembler mauvais, en fait, sont la solution. Pas dans le sens de la violence, hein. Mais maintenant, quand on dit ouais, c'est con, t'es ridicule. Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est ça, la solution, elle est juste là. En fait, maintenant, quand on vous dit ça sert à rien et c'est ridicule, dites-vous que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, vous êtes en train de produire un changement. C'est mathématique. Pour moi, c'est mathématique. Si on vous dit ça sert à rien et c'est ridicule, tu es en train de produire un changement. Ce changement maintenant, j'essaie de le produire, j'étais sur les réseaux sociaux, Facebook. Mais est-ce que tu peux répondre à oui, la deuxième question, c'est que tu bouges pas dehors j'ai peur de me rendre compte que c'est ma faute si ça ne fonctionne pas. Parce que finalement, qu'est-ce que ça me coûterait d'effectivement coller des affiches avec je dois changer le monde et louer une salle, et même s'il y a 5 personnes qui viennent, c'est peut-être que de me rendre compte qu'à ce moment-là, il y aurait peut-être un mouvement qui pourrait naître. Parce que oui, effectivement, et je sais que je sais qu'une fois que je serai sorti, je ne vais pas rester longtemps. Et donc, peut-être que j'ai besoin qu'il y ait une phase où il y a une volonté qui n'est même pas visible, mais qui est au niveau qui me dépasse, une volonté que j'arrive encore à transmettre par écrit, mais ça ne sert à rien. Sauf si demain j'écris un livre. Et je suis tout le temps divisé en moyenne division. Et en même temps, à chaque pas que je fais dans cette direction-là, je me rends compte que plus j'avance et plus je peux plus retourner en arrière. Comment tu vois le futur de ton projet? C'est ça, c'est essayer de sortir, de faire des réunions. Oui, c'est un peu un truc missionnaire, un peu biblique, un peu prophète, oui, un peu disciple, et que d'autres personnes aussi après iront dans des salles et simplement, de manière non violente, diront aux gens oui, c'est bien le bouddhisme, oui, c'est bien le christianisme, oui, c'est bien toutes vos religions, mais si vous ne bougez pas dehors, vous ne vous confrontez pas au mépris, à l'indifférence, qui est tout à fait normal, et celui qui pense qu'il va recevoir des bisous, c'est des bisous, mais il ne les voit pas. Ces gens-là, ils m'embrassent et ils me donnent mais je ne le vois pas. Même si c'est difficile à comprendre. Mais c'est ça, c'est sortir et tout en restant au niveau
des fois j'ai des discussions avec mon frère, je lui dis mais moi finalement si on me donne 1000 euros ou 1100 euros par mois, moi je continue mon travail, je suis heureux, j'ai pas besoin de plus. Mais le problème c'est que même ça, c'est en péril. Et en même temps, ça me dit peut-être quelque chose. Ça me dit, mais si tu veux faire ce que tu veux faire, tu dois aller encore plus loin. C'est que ces 1100 euros, tu vas les gagner dehors. Même presque en mendiant. Tu vois, mais pas comme un mendiant qui met en 10 ans, oui c'est entre guillemets des conférences où à la fin on m'offre un lit et à manger. Ça ce serait mon rêve, mon idéal. C'est faire ce que je fais à l'extérieur et sans plus aucune attache avec parce que clairement je suis autant dans le système qu'eux, mais je leur dis quand même que j'essaie je sors, je nais. Je veux sortir, clairement. Et je leur dis, et les gens qui sont dans le système, ils sont dans la matrice. C'est-à-dire que je suis dans la matrice et actuellement je suis rentré dans une matrice qui va me faire sortir. Et pourquoi je vais doucement? Parce que j'ai pas envie d'avorter. Parce que à côté de ça, il y a plein de gens qui me disent allez vas-y, sors. Et des fois je me dis pourquoi je sais une chose, c'est que si jamais je me trompe à ce niveau-là, je peux sortir et mourir à une vitesse, ça s'appelle un avorton. Et donc, je sais en même temps ça, et en même temps je sais que si je reste trop longtemps, je crève dedans. Et je sais qu'à un moment, il va se passer quelque chose, parce qu'il n'y a rien qui se passe par hasard, et c'est là où il y a un discernement, il y a une autre réalité. Le fait de voir les deux réalités, on parle de prophétie, il n'y a rien de prophétique là-dedans, il n'y a rien de... À partir du moment où tu vois deux parties de la réalité, tu vois des choses que les autres ne voient pas. C'est pas plus compliqué que ça, et c'est pas que tu as un don ou non. Toute personne qui fait la même chose que moi, qui simplement bouge son doigt, va dans sa confrontation avec son petit monde virtuel, va commencer à voir et de manière intuitive deviner des choses ou pas. Et moi je sais que cette vidéo, la vidéo avec Laurent Louis, pour moi c'est déjà des contractions. Ça dit quelque chose de... Là il est temps que tu bouges à l'extérieur. Mais finalement, tu es déjà sorti, tu as déjà bougé à l'extérieur avec ton pèlerinage. En fait, comment tu as eu l'idée de faire ce pèlerinage et quel en était l'objectif? Je suis un toxicomane. Je bois plus. J'ai bu, je bois plus. Je fume plus. Je ne me suis jamais drogué, jamais pris des joints quand j'étais jeune, mais jamais de croire qu'on n'est pas dans un système qui nous rend totalement dépendants. Attends, il ne faut pas rêver, on boit. Moi des fois j'ai honte de dire que ici en Europe on est là en train de... Mais attends, moi j'étais juste au Maroc. Et je me suis dit, mais ces gens-là ils sont plus heureux que nous, hein. Moi je les ai vus, j'étais là, j'étais avec eux, ils sont pas plus malheureux, ils auraient ce que nous on a matériellement, mais ils feraient la fête tous les jours. Mais le problème c'est qu'ils deviendraient tout aussi dépendants que nous. Donc pour moi le pèlerinage, même si je ne le savais pas a priori, ça m'a permis d'avoir la distance, là, disons que maintenant je suis sous méthadone, je ne croque plus. Je suis sous méthadone, c'est-à-dire que voilà, j'allume plus ma télévision, je sors plus, j'achète plus rien. Tous mes vêtements, c'est des vêtements que j'avais parce qu'avant je suis encore dedans. Hein, je crois que toute personne qui à un moment veut se lancer dans un processus comme moi, simplement de vouloir à un moment
il doit faire son petit pèlerinage à lui. S'il a envie de marcher, il marche. S'il a envie d'aller 3 mois dans la campagne chez sa grand-mère, par exemple. Mais il doit, à un moment, ceux qui habitent Bruxelles plus que ceux qui habitent à la campagne, ceux qui habitent au Maroc plus que ceux... Chacun a... dépendamment, et celui qui habite, par exemple, à Jérusalem, là où je voulais aller, lui, il n'a pas besoin de faire... Parce que le fait de vivre là où il vit, il est déjà dans le monde réel. C'est un microcosme, tout se passe là. C'est tout, puisque c'est symboliquement pour tout le monde, c'est le lieu de la spiritualité. Pour les gens, pourquoi? Mais Jérusalem, c'est pas le lieu. Pour moi, c'était le fait que je marche jusque-là. Le vrai Jérusalem, il est en soi. Et ce pèlerinage, j'aurais pu faire même 3 fois le tour du monde en marchant. On aurait fait des interviews sur moi, j'aurais créé un livre et puis voilà, j'aurais acheté une petite maison à la campagne. Et puis, mais celui qui fait vraiment ce pèlerinage d'aller à Jérusalem, il peut même rester dans sa cave pendant 3 ans et pas bouger. Mais il doit à un moment se couper de ça, d'Internet, et je pense qu'à partir du moment où je vais sortir, il va y avoir quelque chose de l'ordre de la perte. On peut monter dans des niveaux de conscience différentes. Soit on prend l'ascenseur et on est toujours au même endroit, soit on prend un escalier. Et je vais répondre à la question que vous avez posée là. Pourquoi j'ai effacé mes anciennes vidéos? Mes anciennes vidéos, elles sont toujours aussi présentes dans la tête des gens. Pourquoi je ne les remets pas? Parce que quand on monte, comme dans un escalier, à chaque marche qu'on monte, on change complètement de niveau. Et si demain je sors, ben peut-être que ça va disparaître, ce média-là va disparaître, je ne serai plus sur Internet, ou peut-être simplement pour poster mais ça va disparaître aussi. Parce que si tu veux produire ce que tu veux produire, tout ce qui reste en arrière, j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien la Bible, il y a des belles images, c'est Sodome et Gomorrhe, tu ne peux pas te retourner. Et j'ai habité à Sodome et Gomorrhe, j'ai habité, j'ai joui là-dedans, et maintenant je sors. Plein de fois, il y a des parties de moi qui se sont retournées et elles sont paralysées, elles sont mortes en moi. J'ai compris. Et on ne peut pas, si tu sors de là, tu ne peux plus te retourner. Tu vas là-bas et puis tu achètes des chèvres, mais tu fais ta vie, tu ne peux pas te retourner. Tu continues. Et c'est pas pire, c'est pas mieux, mais t'es bien sans dépendre de ce que tu croyais qui te rendait bien et qui en fait te rendait bien. Mais t'es pas mieux ou je suis pas mieux qu'avant. Ce serait mentir. Par contre, j'ai besoin de 10 fois moins qu'avant pour être bien. Voilà. Voilà, j'ai plus de questions. Je voulais te demander en fait comment tu vois ton futur, le futur de ton projet, mais tu as un peu répondu à ces questions. Voilà, mais peut-être le voir. Peut-être qu'il est temps que, comme la graine, je rentre sous terre. Peut-être qu'on doit, pendant un moment, ne plus me voir. Et moi aussi, faire quelque chose par rapport à ça. Est-ce que moi, je peux te poser une question? Pourquoi on ne te voit pas, toi, sur la vidéo? Tu peux dire si tu veux pas répondre, tu peux le dire, je veux pas répondre. Non, j'ai pas trop envie de répondre. Ok. Ben voilà, moi si tu as d'autres questions.